au long cours. Et si la perspective s'amenuise, dans ce cas-là, la situation des Ukrainiens va devenir très compliquée sur le front, parce que Poutine a du temps devant lui. Il peut passer 1 an, 2 ans et après relancer une offensive. Il a ce temps long face à lui. Les Ukrainiens, c'est beaucoup plus compliqué. Ils doivent tenir à l'instant T, mais aussi dans les 6-8 prochains mois pour éviter d'être à nouveau fragilisés dans leur infrastructure énergétique sur le front. Et l'aide européenne est très importante là, parce qu'on sent qu'il y a un doute sur du moyen terme au niveau américain. On en parlait tout à l'heure sur Trump. Et donc, les Ukrainiens attendent beaucoup de l'aide financière, économique pour l'Ukraine. C'est important, c'est pas négligeable, mais aussi parce que l'Europe... C'est pas que c'est négligeable, c'est pas... Effectivement, oui, ce n'est pas négligeable, mais c'est surtout la seule chose qui tient encore debout le système Zelensky et le gouvernement ukrainien. Une fois que l'argent européen sera coupé, l'Ukraine va s'effondrer. Hein, et d'ailleurs, c'est ce que Poutine avait anticipé d'ailleurs. Hein. montant de puissance dans la fourniture d'armement. C'est encore très faible. Sur les munitions, par exemple, on est très loin du compte. L'Europe avait promis un tiers à peu près. Un tiers. Oui. Bon, mais n'empêche que... Un tiers des obus promis. Il y en avait 1 million pour cette année. C'est un élément de pression pour Zelensky pour demander aux Européens d'en faire un peu plus. Donc, très important. Et sur le sommet européen qui s'annonce, l'essentiel, c'est le message politique. C'est que si l'Ukraine s'arrime à l'Europe, dans ce cas-là, il y a une forme de dissuasion qui peut un peu s'opérer par rapport à Poutine, qui pourra modérer, entre guillemets, ses velléités. Alors que... Ça aussi, hein, c'est l'hypothèse que, alors d'un point de vue légal, d'un point de vue des traités, oui, c'est vrai qu'une fois que quand tu fais partie de l'Union Européenne, il y a je sais plus c'est quoi, il y a un traité qui fait que tu es un peu de facto, un peu membre de l'OTAN, etc. Et c'est sur ça que les Européens jouent, mais enfin, je veux dire, c'est ça qui a causé la guerre, enfin, tu vois. C'est ça qui a causé justement l'agression, l'attaque russe contre l'Ukraine. Si vous voulez. Donc je comprends pas vraiment si... Enfin, je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que... Enfin, c'est ça qui a provoqué le conflit, si vous voulez. Les Russes disaient on veut pas de l'OTAN, on veut pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN, parce que pour nous c'est une menace. Et vous avez fait semblant de non, mais il exagère. Oh, franchement, Poutine, il est un peu paranoïaque. Oh, franchement. Vous avez fait les guignols, vous avez pris Poutine pour un con. Poutine, il a attaqué l'Ukraine. Bon. L'armée ukrainienne aujourd'hui, ben, il n'y a plus rien. Et vous dites, ah, faudrait amener l'Ukraine dans l'Union Européenne, comme ça, c'est comme si l'Ukraine faisait partie de l'OTAN, en gros. Hein. Parce qu'ils veulent pas. Je suis vraiment contre-productif, je sais pas. Ce qu'ils veulent, ça, c'est provoquer la Russie jusqu'au bout. Quoi. Que si l'Europe manifeste un soutien beaucoup plus faible, ça peut relancer aussi la volonté de Poutine d'avancer sur le terrain, parce qu'il sent que les Européens ne pourront pas défendre l'Ukraine. Ouais. C'est pas qu'ils le sentent, c'est qu'ils le voient. Enfin, excusez-moi les gars, mais enfin, ça fait 1 an et demi que la guerre a commencé. Hein. Puis aussi, c'est aussi la théorie de oui, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas livré assez d'armes. Mais comme si on avait les moyens de livrer plus d'armes. Et puis deuxièmement, qu'est-ce qui vous dit que les Russes auraient continué la guerre comme de la même manière si les Ukrainiens avaient été plus armés? Tu vois ce que je veux dire? C'est que les Européens n'ont pas justement donné des armes, voilà, parce qu'ils voulaient pas non plus sont allés petit à petit, pas après pas. Au début c'était des casques, après c'était des gourdes, après c'était des chaussures, après c'était des chars, après c'était ça, tu vois. C'est monté crescendo. Parce qu'ils se sont dit, bon, ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas non plus aller trop loin. Et venir après dire, oh, mais en fait, on n'en a pas donné assez, il faut qu'on en donne plus. Encore une fois, j'ai pas l'impression, enfin,
Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, en fait, c'est que Poutine, à un moment donné, il va s'énerver, il va va nous balancer une bombe nucléaire ou quoi dans un coin pour vous dire, écoutez les mecs, là maintenant j'en ai marre, on va arrêter les conneries parce que hein, si je veux, moi l'Ukraine, je l'écrase en 2 minutes. Donc arrêtez de faire chier. Maintenant, vous allez m'écouter. Hein, j'ai vraiment cette impression-là, c'est que les Européens, enfin, en tout cas les dirigeants européens, ne considèrent pas les Russes comme des interlocuteurs. Pierre Vimont, en dehors Et moi, si c'est pas un peu l'histoire des dirigeants européens de manière fondamentale, ça. De jamais voir l'autre comme un interlocuteur égal. Vassal ou ennemi, mais jamais égal. À part s'il est à part si c'est un occidental. des aspects d'aide purement à l'Ukraine, il y a aussi évidemment cette question qui est posée et qui doit être tranchée à l'unanimité de la question d'ouvrir des négociations d'adhésion, d'entamer le processus de négociation d'adhésion avec l'Ukraine. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, c'est pour le président Zelensky probablement la décision la... Ambassadeur de France. Enfin, je veux dire... moi, je sais pas, les mecs. Hein, franchement, moi, je suis inquiet. Hein. Parce qu'il y en a qui me disent, oh mon Dieu, Macron détruit le corps diplomatique de la France. Attends, c'est pour avoir des mecs comme ça, les mecs... la plus importante qui doit être prise au Conseil européen. Elle ne va pas lui fournir des obus, mais vous jugez que Non. c'est quand même plus important? Les obus, ils sont en cours, c'est plus long que prévu. On n'en a donné qu'un tiers, mais on laisse entendre qu'on y arrivera au cours du premier semestre de l'année prochaine. Les 50 milliards, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais les 50 milliards, en réalité, tout le monde est à peu près d'accord, sauf peut-être toujours Viktor Orban. Mais Et les Allemands qui voudraient que l'Europe fasse des économies ailleurs? Les Allemands sont d'accord pour le paquet de 50 milliards, mais comme il y a encore d'autres propositions financières sur la table, parce que tout ça est dans le cadre d'une révision du cadre financier pluriannuel. Oui. Et les autres propositions ne plaisent pas aux Allemands. Mais les 50 milliards, ils sont d'accord. Donc à la limite, on aurait pu délier les 50 milliards du reste et avancer. Alors, on voit la Mais technique du diplomate. Tout ça pose des problèmes. Isole les problèmes voilà, pour les résoudre. Mais en revanche, il n'y a pas de problème, je dirais, technique pour l'ouverture des négociations. C'est une décision politique qu'il faut prendre à laquelle s'oppose Viktor Orban, à laquelle s'oppose Viktor Orban. Alors c'est un tout petit peu compliqué parce que 2 ou 3 autres pays de l'Union européenne voudraient aussi qu'on mette dans le paquet la Bosnie-Herzégovine et qu'on veille à ce que les pays des Balkans occidentaux, qui sont tous candidats à l'adhésion et dont certains ont déjà entamé leurs négociations d'adhésion, mais qui traînent en longueur, ces pays de l'Union européenne voudraient que les pays des Balkans soient traités de la même manière que l'Ukraine et avancent au même rythme. Ça me fait penser, j'ai l'impression que l'Union européenne est en train de se soviétiser, j'ai l'impression. Une espèce de fuite en avant. Oui, on va prendre des pays, si vous voulez... enfin, je veux dire, on va prendre des pays comme ça. Alors ça, à mon avis, ça doit être une idée des Allemands. Hein. Ça doit être une idée des Allemands, ça. Oui, c'est d'accepter toutes sortes de pays, si vous voulez, sans vraiment voir les conséquences politiques, économiques. Enfin, je veux dire, l'Ukraine, c'est un pays qui est failli, quoi. C'est un pays qui est failli. Les Russes ont récupéré la partie est, c'est-à-dire là où il y a tous les usines, tous les trucs, les usines, fabrication de toutes les mines, partie aussi quand même de terres agricoles assez importantes, etc. Et puis ils ont aussi, s'ils reprennent Odessa, ils auront accès, ils auront les ports. Donc vous allez récupérer l'Ukraine qui sert à rien en fait. Vous avez des millions de gens qui ont fui l'Ukraine, qui vont se retrouver en Europe. Ah, donc là, je sais pas ce que dit Zemmour de cette immigration-là. J'ai pas entendu de problème sur cette immigration, qui est la même. Hein. La différence, c'est que ce ne sont pas des nègres et qu'ils prennent pas le bateau. Mais c'est les mêmes types d'immigration. Hein.
migration économique, migration... Ah, ils fouillent la guerre, mais il y avait aussi des endroits... Hein, bon. Donc, mais quelles vont être les conséquences, quoi? Mais en laissant tout ça de côté, la question de l'ouverture des négociations avec l'Ukraine et la Moldavie est une question éminemment géopolitique, bien évidemment. Est-ce qu'on fait passer le bon message à Moscou que l'on poursuit notre soutien à l'Ukraine, ou est-ce qu'on flanche devant l'obstacle et... Votre avis personnel? C'est un bon message, ouais. Ouais, c'est le bon message. Qui se fait surtout pas un message à Poutine, c'est un message aux Américains. C'est les Américains qui vont être contents de savoir que les Européens vont reprendre le projet Ukraine. Eux, ils vont s'en débarrasser parce qu'ils ont bien vu que c'était plié. Et nous, les Européens, on va dire, ah, super, on continue le projet, nous, on va continuer à financer un projet qui est complètement foireux. Enfin, je veux dire... Viktor Orban a donné une longue interview au Point dans laquelle il développe les arguments pour lesquels il est contre, parce qu'il pense que c'est une mauvaise décision pour les Européens, pour les peuples européens, que l'Europe n'est pas prête à accueillir un pays aussi grand, avec une aussi grande agriculture, enfin il y a plein d'arguments. Vous pensez que l'enjeu stratégique prend le pas sur ces objections ? Une négociation d'adhésion, c'est au minimum 10 ans ou 12 ans. Oui. Et tous les problèmes techniques qui sont soulevés par les uns... 10-12 ans, oui. On a compris, quoi. Donc ça n'arrivera jamais, oui. Surtout comment la Turquie galère pour l'Union Européenne. Et là, les mecs, ils vont accepter les Ukrainiens, quoi. Mais c'est 10-12 ans, hein, donc... ouais. On va déjà voir la situation dans un an, déjà. Hein. Dans un an. À mon avis, ça c'est un peu du... Comment dirais-je? C'est un peu de la manipulation. Oui, on va vous faire rentrer, on va commencer à discuter, mais c'est dans 10-12 ans, quoi. Donc, parce que dans 10-12 ans, l'Union Européenne existera toujours. Là, et les autres sont connus de tous et sont connus de la Commission. On sait très bien qu'il va falloir réviser la politique agricole commune, les politiques sectorielles diverses, transport, la cohésion économique et sociale. Vous mettez en doute les arguments affichés par Orban, parce qu'après tout, au pire, ça devient une nouvelle Turquie, c'est ça? Non, ça veut dire il y a de vrais problèmes qui existent, politiques et techniques, il faudra les aborder le moment venu. Mais aujourd'hui, la question très simple, elle est d'ordre politique. Est-ce que l'Europe envoie un message positif à Kiev et au président Zelensky, qui sera aussi compris à Moscou comme un soutien déterminé des... mais ça, c'est pas du politique, c'est de la symbolique. Est-ce qu'on envoie... C'est ça, vous voyez, le problème, c'est que... Aujourd'hui, pour ces gens-là, et moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un ambassadeur. Hein. C'est quand même censé quelqu'un être intelligent, quand même. Donc, en fait, tout s'est effondré, si vous voulez. Moi, je suis désolé, mais enfin, on fait pas on donne pas des messages. La géopolitique, la politique, c'est pas donner des messages. Est-ce qu'on envoie le bon message? Enfin, j'en serais, franchement, les mecs, envoie le bon message. Enfin, quoi? Parce que tu vas dire à l'Ukraine que ouais, tu vas revenir dans le... Et puis non seulement envoyer le bon message, mais surtout, ça qui je trouve assez paradoxal dans un ambassadeur, c'est surtout et surtout de comprendre, est-ce que c'est le bon message à la Russie? Est-ce que comment est-ce que le message va être... comment le message va être perçu par le corps d'en face, par la Russie? Ça, il a peur de... ça, il a peur de s'en préoccuper, j'ai l'impression, là. Après, je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il dit, bon... on va donner comme message le soutien. Oui, mais ça, si c'est que des messages... les Américains aussi, hein, il faut beaucoup de messages, là. Mais dans le concret...
ils ont réduit de 90% leur aide économique. Hein, donc, il y a il y a les messages et il y a la réalité concrète des choses. Si les Ukrainiens n'ont plus d'armes, n'ont plus de, et n'ont plus d'hommes, etc., tu auras beau faire tous les messages que tu veux, ce sera plié quand même, quoi. Européens. Si nous ne prenons pas de position dans les 3 jours qui viennent au Conseil européen, pour les autorités russes, ce sera un succès. Oui. Dominique Moisy, votre analyse? Exactement la même. Enfin, je crois que... Il faut le faire? Totalement, Oui. sans hésitation. Il faut le faire. Pourquoi? À quoi ça va servir? Comment est-ce que ça va être perçu du côté russe? Quel va être... Oui, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'il faut le faire, quoi. Tu vois? Ouais. Il n'y a plus aucune stratégie, quoi. Plus aucune stratégie. Qui est pas, franchement... Pour des raisons géopolitiques. Il y a une déclaration, il y a quelques jours, au Bundestag, du chancelier Olaf Scholz, qui a commencé son discours en disant « L'enjeu de l'Ukraine est existentiel pour l'Europe ». Il n'a pas dit pour l'Ukraine, il a dit pour l'Europe, c'est un enjeu. C'est pas parce qu'il le dit qu'il a raison. Olaf Scholz, alors lui c'est un petit génie, mais moi je vous le dis déjà, aux prochaines élections il va se faire dégager. Vous allez avoir le 4e Reich, non mais c'est ça, hein. Vous allez avoir un parti politique qui s'appelle l'AfD, Alternative für Deutschland, l'alternative allemande. Politique, on va dire, enfin parti politique qui est considéré comme d'extrême droite, on va dire, bon, mais en tout cas qui est anti-européen. Hein, donc ce que Olaf Scholz va dire, sincèrement, dans 5 ans, il sera plus là, Olaf Scholz. Hein. Donc voilà, c'est du jour au jour en fait. Puis en quoi c'est un problème pour l'Europe, l'Ukraine? J'ai pas compris ça. Pas compris. Enjeu existentiel pour nous. Et je crois que si l'on accepte cette déclaration, si on l'intègre, ce qui est ma position, eh bien, on va isoler, à un moment donné, Viktor Orban devra, pardonnez-moi l'expression, s'écraser. C'est-à-dire qu'il est en train, en ce moment, d'essayer de négocier. En fait, là, il fait du bazar. Ok. Il essaye d'obtenir des choses Voilà. en échange. Mais le message à l'égard de Et il est Moscou... Ça par contre c'est vrai ça, parce que Orban, chaque fois il fait les grands « Oh non, il faut arrêter », puis au final il dit oui aux sanctions contre la Russie. Donc oui, Orban, lui ce qu'il veut c'est des sous. Hein. Il veut continuer à récupérer de l'argent des Européens, et chaque fois il fait son « Arrêtez-moi ou je fais un malheur ». Ouais, je vais mettre mon veto c'est comme les Turcs. Hein. Les Turcs à autant c'est pareil. Hein. Ah ouais, non, je vais mettre mon veto, je veux pas que la Suède rentre dans l'OTAN, nani nanana. Et puis direct, puis par derrière, bon, vas-y, on négocie, on fait du bisbise, et puis après je signe. Orban c'est pareil, là pour le coup, Orban c'est une grande gueule, mais il fait rien, il fera rien. Ça c'est vrai ça. À peu près sûr de les obtenir parce que la Commission a dit qu'elle allait débloquer une dizaine de milliards. Oui. Mais tout de même, cet argument, enjeu existentiel, comment l'expliqueriez-vous au grand public qui ne mesure pas forcément les choses de cette façon-là? Il ne voit pas les chars russes nous arriver dessus demain. Ben, ils les voient pas parce qu'ils arriveront jamais, connard. Ils étaient déjà pas arrivés pendant la guerre froide, alors pourquoi est-ce qu'ils arrivent aujourd'hui? Donc en fait, oui, en fait c'est le narratif. Hein. Ça, c'est une partie du narratif. Les grands méchants russes qui vont venir attaquer les petits français. Hein. Baguette béret. Non. Les Russes, on n'aura rien à foutre de l'Europe. Hein. Ils se disent, de toute façon, l'Europe, c'est plié. Donc, je prends ce qui m'intéresse. Et puis après, démerdez-vous, les mecs. Hein. Qu'est-ce qui va? Pourquoi est-ce que la Russie irait attaquer, je sais pas, la Pologne, la Hollande? Enfin, c'est du narratif qui est complètement délirant, ça. Hein. C'est du narratif. Donc c'est pour ça que les Français, ils se disent, bon, c'est un peu bizarre quand même.
Oui, Ils ont mais tort, d'abord, peut-être, peut-être à tort. Oui. Vas-y, explique alors. Là, pour le coup, je suis impatient de voir, impatient de voir le raisonnement là. Ça n'est pas En tout cas, chez les Baltes ou les Polonais. absolument. Oui, les Baltes et les Polonais, mais ça n'a rien à voir avec l'Europe, ça. C'est pas le problème, hein, les mecs. Pourquoi est-ce que le Portugal, est-ce que vous pensez vraiment que le Portugal était inquiet de voir la Russie attaquer, enfin, je veux dire. Je crois que si le président Poutine s'aperçoit que l'Europe est divisée et velléitaire au moment où l'Amérique peut basculer dans Trump 2, il va se dire, bah, le temps joue définitivement pour moi, j'ai gagné. Ouais. Je peux aller plus loin, car en fait, ce que je veux, c'est donner le sentiment que je suis en train de reconstituer ce qu'était l'URSS hier, au moins au niveau du sentiment de puissance. Ouais. Donc il répond à la question qu'il posait lui-même il y a 20 ans. La pire catastrophe du XXe siècle, c'est la désintégration de l'URSS. Eh bien, j'apporte des réponses Ouais. à ma question. Isabelle Lasset. La pire catastrophe du XXe joue définitivement pour moi. J'ai gagné. Ouais. Je peux J'ai gagné, j'ai gagné. Parce que Poutine, j'ai gagné. Ah non, il sait pas j'ai gagné, il en a. Enfin, tu vois, c'est vraiment le. C'est ça, j'ai l'impression que ces gens vivent dans une réalité parallèle. Les Russes, ils en ont rien à foutre de j'ai gagné. Ils voulaient pas faire la guerre au départ. Ils disaient, bon, écoutez les gars, bon, il faudrait qu'on travaille un peu la défense, enfin, les stratégies, enfin, comment t'appelles ça, les accords de défense en Europe, là, parce que l'OTAN c'est bien, mais moi ça me fait pas plaisir, et bon, comme je suis une puissance européenne et que je fais partie du club, même si vous voulez pas dans le club, je fais partie de l'Europe, donc est-ce qu'on peut travailler sur quelque chose? Les États-Unis ont dit non, il y a hors de question, parce que c'est les Américains qui contrôlent l'OTAN, hein. Ils ont dit non, hors de question, on va rien renégocier du tout. D'accord? Alors, Poutine a dit bon bah d'accord, si vous voulez pas faire, si on peut pas arriver politiquement, on va y arriver par la guerre, et là il faut effectivement s'intéresser à ce que dit Clausewitz, hein, la guerre et la continuation de la politique par d'autres moyens. Et les Poutine dit bon ok j'attaque. Vous ne voulez pas m'écouter, donc je vais faire ce que j'aurais voulu avoir sans faire la guerre. Mais dès le départ, il voulait négocier. Donc maintenant, il dit bon, écoutez les gars, et maintenant c'est trop tard. Donc j'ai gagné. Il s'en fout, Poutine, de j'ai gagné. Hein, lui, son économie fonctionne très bien. Il a récupéré les territoires qui sont juteux et crémeux et bons pour son économie. Il a récupéré, oui, l'Ukraine utile. Il a, si vous voulez, assez intelligemment d'ailleurs, orienter toutes ses nouveaux clients. Maintenant, il a un nouveau groupe de clients qui sont les pays asiatiques. Hein, les Européens, il a dit bon, de toute façon, maintenant c'est plié, donc de toute façon, voilà. Donc il a orienté son économie vers l'Asie en même pas un an, quoi. Ça s'est fait, mais à une de ses vitesses. Donc que l'Europe se désintègre, que l'Europe veut faire ceci, que l'Europe veut faire cela, sincèrement, je crois pas que Poutine en a quelque chose à cirer. Hein. Surtout qu'il voit que sur le terrain, bah, écoutez les mecs, c'est quand même pas terrible. Hein. Donc, encore une fois, mais ça c'est dans le narratif américano-européen, si vous voulez. Poutine se réveille tous les matins en se demandant comment je vais faire pour récupérer la Pologne. Et surtout de refaire l'Union soviétique. Alors, enfin, en plus, enfin, je vais dire, encore une fois, c'est le narratif Poutine, le grand méchant Poutine qui veut récupérer qui veut reconstruire l'Union soviétique. Hein. Ce qui est marrant aussi, c'est que là on est dans de la contradiction, c'est qu'ils disent en même temps que l'armée russe n'est pas assez puissante, mais elle est assez puissante pour récupérer la Pologne, etc. Déjà ils ont déjà du mal à récupérer l'Ukraine, mais ils voudraient l'Ukraine, la Pologne, les pays baltes, etc., etc., etc. Enfin, Je peux aller plus loin, car en fait, ce que je veux, c'est donner le sentiment
que je suis en train de reconstituer ce qu'était l'URSS hier, au moins au niveau du sentiment de puissance. Ouais. Donc il répond à la question qu'il posait lui-même il y a 20 ans. La pire catastrophe du XXe siècle, c'est la désintégration de l'URSS. Eh bien, j'apporte des réponses Ouais. à ma question. Isabelle. Ouais, donc ça, c'est le narratif néoconservateur américain. Après, on peut être d'accord, mais c'est un narratif. Il te le dit comme c'était la vérité pure. Hein? L'interprétation des propos de Poutine. Ouais. Isabelle Lasserre, c'est le scénario catastrophe qu'il faut redouter. Oh, cette conne, franchement. Poutine mais reprend je pense l'Ukraine. Je pense qu'il est encore pire que ça, moi, le scénario catastrophe. C'est-à-dire que si les Occidentaux lâchent l'Ukraine et donc permettent à Vladimir Poutine de gagner, non seulement, en fait, au niveau militaire, au niveau concret, on n'arrêtera pas la guerre parce que Vladimir Poutine la poursuivra. Alors il la poursuivra en Ukraine, hein, ce statu quo, ce conflit gelé qu'il peut réchauffer à chaque fois. Et puis, Il n'a jamais renoncé à prendre Kiev et l'ensemble de non, l'Ukraine. non. Enfin, aujourd'hui, il a plutôt l'intention, visiblement, de détruire l'Ukraine, oui. Ouais. Enfin, Bah, il a toujours eu l'intention de détruire l'Ukraine. C'était dans ses objectifs à la base. Puis même pas ça, parce qu'il voulait négocier à la base. Il a commencé par négocier. il peut relancer le conflit en Géorgie, en Moldavie, etc. Je ne sais pas s'il ira jusqu'à attaquer un pays balte, parce que les pays baltes sont membres de l'OTAN, ça je n'en sais rien. Mais ça, c'est la première couche. La deuxième couche, c'est que si on laisse tomber l'Ukraine, je ne sais pas ce qui restera de l'Europe et de l'Occident et de... Ah oui, oui, oui. Ça c'est le vrai problème, ça. Oui, oui. Si on laisse tomber l'Ukraine, oui. Oui, ça c'est bien, ça c'est bien joué, ça, oui. Ça, c'est peut-être la question qu'il faudrait se poser. Déjà, laisser tomber, ça veut dire quoi? Vous voyez, c'est ça le problème aussi. C'est là, celui où il faut absolument faire attention à ce type de propos, les mecs. L'Ukraine fait partie de l'Europe, mais c'est pas parce que l'Ukraine va s'effondrer que l'Occident va s'effondrer. Là, c'est une erreur. Parce qu'en fait, ça, c'est une logique guerrière. C'est de dire, ah, il faut pas que l'Ukraine tombe, donc on va aider l'Ukraine. Donc à ce moment-là, il va falloir mettre des hommes sur le terrain. Je dis ça parce que, quoique moi, bon, je suis pas vraiment européen, on va dire, hein, à un moment donné. Pour le coup, je serais racialiste. Non, mais c'est vrai. Hein. Bon. de ses valeurs. Ses valeurs. Les grandes valeurs européennes. On sait pas c'est quoi. L'Ukraine représente les valeurs européennes. Alors, faut savoir ce qu'on veut. Si elle représentait les valeurs européennes dès le départ, pourquoi elle n'a pas été dans l'Union européenne? C'est quoi les valeurs européennes? Enfin, je veux dire. En fait, on a promis aux Ukrainiens qu'on les défendrait, on a promis qu'on défendait les valeurs de la démocratie, des droits de l'homme, etc. Et tout ça, ça disparaît. Donc ça va nous affaiblir. Et ensuite, ça donnera, au niveau international, un signe assez négatif à tous ceux qui aujourd'hui, comme Vladimir Poutine... Voilà. Tous les dictateurs, les autocraties du monde entier qui vont se dire « Oh mon Dieu, on peut y aller !» C'est vraiment, si vous voulez... Mais il n'est pas le seul, considère qu'on peut résoudre les problèmes frontaliers à coup de force et non plus avec le droit international. Ah bon, ah bah tiens, parle-nous d'Israël. Parle-nous de l'Irak. Parle-nous de la Syrie. Parle-nous de la Libye. C'est ça le problème. Et la Chine, ouais, parce que c'est ça c'est ça le narratif, hein, c'est que il y a les gentilles démocraties et les méchantes autocraties. Hein. Donc ça peut encourager la Chine à Pékin, ça peut encourager l'Iran au Moyen-Orient, etc., etc., etc. Donc vous voyez que en fait c'est pas juste. Alors une politique qui serait cynico-réaliste pourrait se dire bon ok bon bah finalement
c'est trop, le prix est trop cher payé pour les Européens, on ne veut pas, on lâche les Ukrainiens, et tout ça reste un peu dans le formol. Mais le mur de Berlin est tombé, donc ça ne peut plus rester dans le formol. Et il y a en fait des conséquences. Le mur de Berlin est tombé. Quoi le rapport? Ah non, les mecs. Régionales, Ah, regardez l'ambassadeur là, regardez-le. Il est triste, je sais pas s'il réfléchit, je sais pas s'il pleure, je sais pas. Et t'as pensé dans quel pays cet individu? Parce que c'est quand même assez effrayant. Hein. Regardez-moi cette tête. Tu vois, la tête du désespoir. Pauvre homme. européennes et mondiales. C'est pour ça que c'est important. Et que Ouais. c'est existentiel, effectivement, pour l'Europe. Nicolas Barotte, est-ce que finalement on n'a pas été trop peu, trop tard depuis le début? C'est-à-dire que je me souviens des conversations que nous avons eues, y compris ici, sur quelles sont les lignes rouges pour... Ah, est-ce qu'on n'a pas été trop peu, trop tôt, trop peu, trop tard? Ben non, à chaque fois que vous envoyez des armes game changer, des HIMARS, les canons César, des armes qui, si vous voulez, à chaque fois allaient changer le cours de la guerre. Hein, enfin, Poutine? Est-ce qu'il faut pousser, comme le disait le président Macron, il ne faut pas humilier la Russie, etc. Est-ce que toutes ces considérations-là, y compris le chantage nucléaire pratiqué par Moscou, ne nous a pas amené à finalement donner toujours trop peu et trop tard? Ça a été l'erreur constante depuis le début. D'être ouais, voilà, c'est l'erreur constante. toujours dans un temps de retard dans le soutien. Mais surtout que trop peu, pourquoi trop peu déjà? Après, il faut réfléchir. Hein. À la limite, admettons que que cette proposition soit correcte, qu'on ait donné trop peu et trop tard. Admettons, la question c'est de savoir pourquoi trop peu et pourquoi trop tard. Pourquoi trop peu? Est-ce qu'on avait beaucoup plus d'armes à envoyer aux Ukrainiens? Tu vois? Première question. Moi, d'après ce que j'ai pu voir, d'après ce que j'ai pu lire, sur les différents... que j'ai pu écouter tous les experts, etc., qui expliquaient, bon, ben voilà, on n'a pas 10 000 chars à donner non plus. Tu vois, on en a quelques-uns, il faudrait pas non plus qu'on se déshabille pour aller habiller les Ukrainiens quand même. Parce que, voilà, hein, bon. Et trop tard, je veux dire, ça a été, si vous voulez, une espèce d'escalade. Hein. C'était trop tard parce que je pense pas que c'était trop tard. C'est juste qu'à un moment donné, tu peux pas donner des chars en 10 minutes non plus, tu vois. Ouais, un char, il faut que les mecs soient entraînés pour pouvoir le piloter. Ça prend des semaines, voire des mois. Enfin, peut-être pas des mois, mais ça, oui, ça prend en tout cas plusieurs semaines. Il y a ensuite il y a le transport du char. Combien de temps il passe par la Pologne, après il traverse toute l'Ukraine. S'il n'est pas détruit avant d'arriver sur le front. Tu vois, et puis un char, c'est pas une voiture, quoi. Une fois que tu peux pas le réparer dans tous les garages du coin, le jour où le char il est endommagé, ben il faut le ramener en. Parce que il y avait certains entrepôts d'outillage et de réparation en Ukraine, mais la bonne partie c'était en Pologne. Donc il faut les renvoyer en Pologne. Tu vois, la guerre, c'est pas juste trop peu, trop tard, tout de suite maintenant, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas un film, quoi, la guerre, enfin, tu vois. Enfin, je sais pas c'est qui, lui, mais... À l'Ukraine en C'est termes l'ex- d'armement. correspondant aux défenses du Figaro. Ouais. Correspondant De capacité à frapper la Russie et de riposter. Pourquoi? Parce qu'il y avait la peur en Europe et aussi aux États-Unis de l'escalade. Ah. Et comme ce conflit était totalement nouveau et a sidéré toutes les capitales, personne n'osait, par crainte, de susciter une réaction de Poutine qui finalement n'a pas eu lieu. Ouais. On avait dit, ah, si Oui, jamais... mais alors si on avait fait autrement, si on avait d'emblée dit aux Ukrainiens, ok, servez-vous dans notre arsenal, prenez les missiles, prenez les Il chars. y a beaucoup de choses qu'ils auraient pu faire. Pourquoi elle sourit, elle? Ah, les mecs.
plus tôt. C'est frapper dans la profondeur, comme ils le font avec les HIMARS par exemple, pouvoir frapper la Crimée, qui a un point symboliquement très fort pour Poutine. Ils auraient pu le faire plus tôt, même pour les munitions. On serait allé plus rapidement pour fournir des armements. La capacité des Ukrainiens à mener leur contre-offensive aurait été bien meilleure. Là, elle a échoué. Pourquoi? Parce qu'il leur a manqué du matériel, tout bonnement. Ils ont commencé trop tard leur contre-offensive avec trop peu. Ça ne pouvait pas marcher. Dominique Moïsi, votre regard rétrospectif sur ce qu'on a fait, ce qu'on aurait dû faire autrement, est-ce qu'on aurait pris un risque considérable? Non, Non. Non, on allait juste aller casser les couilles à la première puissance nucléaire du monde, mais non, il n'y avait pas de risque. Les mecs. Moi, franchement, je vous dis, les mecs, vaut mieux que ça se termine, mais ça se termine vite, quoi, tu vois. regard plutôt nuancé. Je crois que globalement, nous nous sommes plutôt surpris nous-mêmes positivement dans notre soutien à l'Ukraine. Et je crois que le pays qui finalement apparaîtra comme celui qui a le plus péché, bizarrement, est celui qui a le plus donné, c'est-à-dire l'Amérique. Il y a quand même une tradition américaine. Première guerre mondiale, ils interviennent quand même à la fin du conflit. En nous Seconde apportant guerre la grippe mondiale, espagnole. il faut attendre 41 et Pearl Harbor. Et là encore, en Ukraine, ils ont donné des armes conséquentes trop tard. Mais je dirais Trop tard. Non, non, pas trop tard. Dès le départ, ils étaient même là. Enfin, je veux dire, depuis 2014, les Ukrainiens utilisent des armes américaines. que nous, Européens, nous n'avons pas été parfaits, mais c'est maintenant que l'histoire va nous juger. Elle ne va pas nous juger sur les 2 premières années de la guerre où nous avons tenu, mais Les 10 prochaines. sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et là, en Ouais, il va être déçu, mon ami, là. Il va être déçu. Là. réalité, nous allons retrouver notre géographie, c'est-à-dire que nous sommes en première ligne, précisément parce qu'il y a un doute qui grandit sur ce qui va se passer aux États-Unis. Isabelle Lasserre, en fait, la Ah tradition... oui, ça, par contre, oui, ça, c'est vrai, ça. En fait, les Américains, ils sont à 2000 bornes, ils sont de l'autre côté de l'Atlantique, ils en ont strictement rien à cirer de l'Ukraine. Hein. Alors là, mais d'une de ces forces, ils en ont rien à cirer de l'Ukraine. Hein. Donc là, oui, ça, c'est vrai que on va se retrouver en première ligne très très vite. Hein. Oh, les mecs. La tradition américaine dont vous parlez, c'est aussi d'abandonner ses alliés en rase campagne au milieu de la bataille, non Ah, historiquement, c'est ce qu'ils font de mieux, les Américains, c'est vrai. Hein. Vietnam, Afghanistan. Est-ce que vous le voyez comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un entraînement chez les Européens finalement à l'inaction ou à l'hésitation compte tenu du spectacle que nous donnent les États-Unis sur l'aide à l'Ukraine en ce moment? Et ça pourrait empirer à Washington. C'est-à-dire que ça fait un moment que les États-Unis nous donnent certains signaux que beaucoup en Europe n'ont pas voulu écouter. Et ce signal, c'est on rentre dans une période où on arrête l'interventionnisme. Il n'a mené qu'à des défaites militaires, Irak, Afghanistan, qu'à du chaos. Et aujourd'hui, notre principal objectif à nous, les Américains, alors c'est dit avec plus ou moins... Je crois que c'était les Russes, les maîtres du chaos, les autocraties violentes et féroces. C'est marrant, ça. De manière plus ou moins directe selon les partis politiques et les leaders. Mais c'est aujourd'hui, c'est la Chine et il faut que vous, les Européens, alors au début c'était partager le fardeau et aujourd'hui c'est... Oula, regarde-moi la tête de Zelensky, là. Regardez, entrée militaire, là. Franchement, les mecs. Ah, ils sont trop drôles. Il faut vraiment que vous preniez... en fait, en main le dossier européen. Nous, on a d'autres choses à faire. Sur le fond, les Américains ont raison. On ne peut pas à la fois leur reprocher d'intervenir absolument partout et en fait les appeler à intervenir en permanence parce que nous, on n'est pas capable de le faire. Le problème, c'est que dans cette affaire, alors le seul pays véritablement vertueux en Europe, c'est la France. Oui, cocorico. On est les seuls vertueux. Va demander à un Ukrainien s'il pense que les Français sont vertueux, espèce de... Ah, je vais rester poli, mais bon... Ils ont même une phrase, ils appellent ça Macron. En fait, c'est parler pour rien dire, en fait.
Comme ça que les Ukrainiens ils nous voient, les Français. C'est parler pour rien dire. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est vous. Pas français, moi. Mais bon, ouais, c'est marrant. C'est-à-dire que c'est la France qui, depuis des années, essaye de pousser son concept alors d'Europe de la défense, d'autonomie stratégique, hein, ça dépend des périodes. Les appellations varient au fur et à mesure, elles énervent nos pays partenaires, donc on change d'appellation. Et elles se sont... Ils en veulent pas de ton projet à la con. Enfin, moi, j'en sais rien, les mecs, mais... enfin, ils en veulent pas, hein. Les Polonais, ils veulent pas de la France. On n'a rien à foutre de la France. Ils ont jamais acheté... Enfin, moi, je m'en fais. Ils ont jamais acheté aucun armement français, les Polonais. Jamais. Jamais, les mecs. Hein, les Polonais, ils achètent américains. Les Belges, ils achètent américains. Et c'est normal, puisque c'est sous... Puisque c'est l'objectif. C'est le cœur atomique de l'OTAN, justement. C'est d'être protégé par les vecteurs américains, par les bombes, par le nucléaire américain. Ça, l'OTAN à la base. Hein, c'est d'être protégé par le parapluie nucléaire américain. Et pour être protégé par le parapluie nucléaire américain, il faut des armements qui soient compatibles avec les armements américains. Donc les Belges, ils achètent des F-16, F-35, les Polonais aussi, les Slovaques, les Allemands, tu vois, ils achètent pas français. Donc ton histoire de oui, nous sommes vertueux, les seuls en Europe, les vertueux, c'est nous parce qu'on vous. Non, 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 non. heurté à l'opposition permanente de la Grande-Bretagne pour pour des raisons différentes, de l'Allemagne qui n'envisage sa sécurité qu'avec les États-Unis. Et puis, Ben oui, donc voilà, donc t'es face à une réalité. Pourquoi est-ce que tu veux pas l'accepter, la réalité? C'est ça qui... surtout des pays de l'Est aussi qui sont directement menacés par la Russie et qui ne croient pas en fait, à raison d'ailleurs, à la capacité militaire de l'Europe de les défendre. Elle se contredit en fait, la conne là. Elle se contredit. Elle dit oui, le seul vertueux c'est le Macron parce qu'il parle de défense européenne. Et puis elle dit oui, mais en fait les autres n'y croient pas et a raison. Enfin, franchement. Si demain l'armée de Poutine frappait à leur porte. Et le problème c'est qu'il n'y a pas de... On a fini par comprendre les enjeux. On a réussi à mettre des mots en fait sur ces défis, mais on n'arrive pas aujourd'hui à passer la vitesse supérieure et à réaliser que le monde entier se réarme. C'est le monde de Hobbes, absolument partout autour de nous. Les budgets militaires le monde des rapports de force. John des rapports de force. Ça a toujours été comme ça. Hein. C'est nouveau, les pays s'arment, c'est nouveau. Ça a toujours été comme ça. 6, 7 ou 8, et nous, on sort doucement de cet engourdissement dans lequel nous avaient plongé les dividendes de la guerre, sauf la France. Mais la France est toute seule. Dominique Moisy, vous vouliez ajouter? Oui, non, il y a un sondage qui vient de sortir ce matin, qui est très préoccupant, qui montre que 48% des Américains considèrent que l'Amérique en fait trop pour l'Ukraine. Dans ces 48%, il y a bien sûr une majorité de républicains, même si ce n'était pas Trump qui était élu demain, mais un autre candidat républicain, eh bien, il devrait tenir compte de cette opinion publique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est la comparaison avec le conflit du Moyen-Orient. Il n'y a que 42% des Américains à considérer que l'Amérique en fait trop au Moyen-Orient. Donc le pays qui va être isolé tout de suite, en priorité, c'est l'Ukraine. Et donc, on rejoint les propos d'Isabelle Lasserre. Nous avons une responsabilité majeure. Serons-nous capables de l'assumer? Oui, c'est ça, oui. Donc lui c'est un agent. Hein. C'est un agent américain, lui. Hein. Bon, je sais, je vais vous dire que j'exagère, mais si, c'est un agent américain. En quoi dire ça, quels sont les intérêts de la France et de l'Europe de manière générale à vouloir soutenir l'Ukraine? Ça, c'est une chose. Et puis, première chose. Deuxième chose, lui, ce qu'il pense, c'est pas ce que les autres pays pensent.
La Slovaquie a dit à l'Ukraine, bon ok t'es gentil mais nous on veut plus, les armes ne passeront plus par la Slovaquie, donc tu peux aller te faire mettre. Les Polonais c'est pareil. Ah, les Polonais ils ont dit bon écoutez les agriculteurs polonais, t'as les travailleurs polonais qui ne veulent surtout pas de l'Ukraine dans l'Union Européenne. D'accord. T'as la Hollande, si vous voulez, qui, à mon avis, et l'autre, là, comment il s'appelle, la Wilders, je sais pas quoi, là, lui, il est pas trop chaud non plus pour l'Ukraine. Donc, l'Espagne, le Portugal, je suis pas sûr qu'ils en ont quelque chose à foutre non plus de l'Ukraine. Donc, en fait, il y a que la France, tout seul. Les Allemands, eux, ils font. Les Allemands, là, Scholz, il fait le mariole. Mais c'est pas Scholz, mais ça s'appelle encore. Je sais plus. Le chancelier allemand, là, il fait le bonhomme, mais les prochaines élections, il va se faire dégager. Donc, en fait, lui, encore une fois, c'est de la pensée magique. Ah oui, nous sommes solides, il faut que nous soyons solidaires. Faudrait que les Européens récupèrent le poids mort ukrainien. Je crois que les Polonais vont se faire chier avec les Ukrainiens. Vous voyez, Pierre Vivant, vous voyez les Européens relever le défi, prendre le relais des Américains si l'aide reste bloquée? Deux choses. La première, par rapport à ce que disait Isabelle, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle disait, mais néanmoins... En fait, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit, mais bon, comme je suis un diplomate et que je sais comment te l'enfiler avec du beurre. Nuance. Il y a des pays européens, et plus qu'on ne le pense, qui ont fait un vrai effort en matière de défense. Je caricaturais, Pierre. Vous C'est pour ça que je connaissez. me permets d'ajouter cette petite nuance, parce que... Mais globalement, elle a raison, on n'est pas à la hauteur souhaitée. Je veux dire, si demain le parapluie américain disparaît, l'Europe est quand même en mauvaise posture. On s'est reposé sur le parapluie américain, et parapluie américain, encore une fois, c'est deux choses. Ce sont les dépenses et les forces conventionnelles, et c'est la dissuasion nucléaire. N'oublions pas, c'est quand même ça qui est important aussi dans toute la stratégie, la défense collective de l'OTAN. Et pour beaucoup de nos partenaires, la dissuasion nucléaire américaine est à beaucoup d'égards plus rassurante que les promesses de dissuasion française que beaucoup de nos partenaires ne comprennent pas très bien à l'heure actuelle. Pour répondre deuxièmement à votre question, est-ce que nous sommes capables d'enfin relever le défi de la défense européenne ? Oui, peut-être, et là encore je voudrais être un peu plus optimiste que les autres, parce que la situation a changé et que tout d'un coup la guerre est sur notre sol, les Européens sont en train de le découvrir, et que donc il y a un début de prise de conscience. Pas partout, et c'est là encore une fois où je crois qu'il faut nuancer. Il est évident que pour nos partenaires d'Europe orientale et centrale, à proximité de la menace russe, pour eux, il n'y a aucun doute. Il y a un effort à faire, et je trouve que c'est intéressant que beaucoup de ces pays-là commencent à réfléchir en termes de renforcement de la défense européenne. Néanmoins, Ils commencent à réfléchir. ces mêmes pays nous disent il ne faut pas le crier trop fort, parce que ça va être une sorte de prophétie autoréalisatrice. À force de nous dire que les Européens vont se retirer, en effet, ils vont se retirer. Et alors, il y a toute l'hypothèque d'une nouvelle victoire de Trump aux élections de l'année prochaine. Alors oui, bon, voilà quoi. On est toujours dans la pensée magique. Mais il semblerait qu'on ne sort pas du problème. Hein. On ne sort pas du problème du tout. Hein. Oui, il y a toujours une velléité. Voilà quoi, je pense que voilà, le Figaro, alors après bon, c'est les experts du Figaro, hein, mais bon, si ces experts-là sont invités, c'est parce que il faut les écouter, par définition. Et donc oui, il faudrait que les Européens récupèrent le projet ukrainien. Bon, moi franchement, je suis pas certain. Hein. Voilà, donc je pense qu'on est là. Je pense personnellement que c'est une erreur.